L'Union des familles laïques de Metz vient de déposer une requête auprès du tribunal administratif de Strasbourg, Charlotte, pour invalider une subvention de 490 000 euros, subvention octroyée par les conseillers municipaux à la future grande mosquée. Sur quelle base convoque-t-il ainsi la justice et pour quelles raisons? Alors, l'histoire, elle commence en 2013, voire même avant. Alors, je ne suis pas remontée avant parce que 2013, c'est le moment de la cession d'un terrain par la municipalité, moyennant quelques euros, vous savez, par mois. Bon, ça, c'est des choses qui se font assez régulièrement. C'est déjà un vieux dossier. Et ce qui est invoqué, c'est que les lieux de culte sont insuffisants. Ils l'étaient en 2013, ils le sont encore plus aujourd'hui. On va y revenir. Donc, en termes de place, et déjà à l'époque, ça provoque une discussion pour savoir à quel moment la mairie doit s'engager ou non dans cette affaire. 2020, donc vous voyez, 7 ans plus tard, il y a le début des travaux. Le projet coûte 15 millions d'euros. Vous avez plus de 5000 mètres carrés et vous avez non seulement un lieu de prière, donc la mosquée stricto sensu, et un restaurant, une salle de conférence, une librairie, un hammam, des salles de sport et de cours. Vous voyez, c'est tout un complexe énorme autour de la mosquée. En février dernier, donc entre-temps, la première pierre est posée. Culturelle et culturelle. Voilà. En février dernier, le maire annonce une possible subvention, sa volonté d'apporter une subvention de la mairie, et plusieurs associations s'insurgent à ce moment-là et promettent de pousser le maire devant la justice. Enfin, le maire, la mairie et l'éventuelle subvention. En mars dernier, vous avez l'association que vous évoquez, donc l'Union des familles laïques de Metz, qui demande une publication des comptes de l'association qui gère la future grande mosquée. Puisqu'ils disent, en gros, 2021, 2022, voire 2023, les comptes ne sont pas publiés. Il n'y a pas de réponse de l'association, donc ils saisissent le tribunal judiciaire. La préfecture restant silencieuse sur est-ce qu'elle a eu accès aux comptes ou pas, le sujet revient au tribunal judiciaire. Ce sera examiné pour la 3e fois le 17 septembre. C'est pour ça qu'on en a parlé. Pourquoi le tribunal judiciaire ? Parce qu'en fonction de la réponse du tribunal judiciaire, l'association pourrait saisir le tribunal administratif cette fois-ci et éventuellement annuler la subvention. Tout ça pour dire, l'association, elle assume de lutter contre le financement public et elle précise à chaque fois qu'elle ne lutte pas contre l'existence des mosquées, si elles sont financées par des fonds privés, mais contre le financement public éventuel des mosquées. Le maire, qui s'appelle François Grosdidier, qui est un ancien LR, qui est aujourd'hui centriste, voilà, lui a toujours été favorable au financement de la mosquée. C'était déjà vrai précédemment. Et il rappelle à l'association que seules 2 instances sont légitimes à demander des comptes. La ville, s'il y a éventuellement une subvention, et le ministère de l'Intérieur, dont c'est la responsabilité. Mais là, je me suis un peu attardée sur le pataquès, on va dire, qu'il y a autour de cette mosquée, parce que c'est systématiquement la même chose. Il y a quelques années, à Metz, on avait par exemple le centre culturel turc qui avait été fermé pour défaut d'autorisation d'accueil des mineurs. Et puis en fait, au moment de communiquer, la préfecture, elle explique qu'elle remercie la cellule de lutte contre l'islamisme. On se dit, mais attendez, le sujet c'est l'islamisme ou le défaut d'accueil des mineurs ? C'est un sujet juridique ou c'est l'islamisme le sujet ? Et vous voyez, c'est ces écoles qui ferment parce que les robinets n'étaient pas aux normes. Donc on a en permanence un pataquès administratif et judiciaire pas possible pour ne pas aborder le vrai sujet de fond parce que juridiquement on a du mal à l'aborder. On va y revenir. Et le maire, d'ailleurs, dans la foulée, y voit, je le cite, une suspicion détestable. Donc la demande des comptes qui doivent être publiés, il y voit une suspicion détestable et il dit « Personne ne demande les comptes de l'évêché ou de la communauté israélite ». En effet, l'association répond en disant « Nous invoquons, nous, notre droit du contribuable, et c'est légitime également, donc de savoir où va l'argent de la mairie, et donc on veut savoir quels sont les comptes de cette mairie ». Donc le débat administratif et fiscal est passionnant sur ce sujet comme sur d'autres. Enfin, en tout cas, il passionne des gens. Pas tous, mais je pense qu'il ne révèle pas exactement la nature du débat de fond qui s'oppose sur ce dossier comme sur d'autres, et surtout à l'échelle nationale évidemment. Et ce n'est pas d'ailleurs essentiellement le débat qu'il y a dans les joutes politiques au sein, par exemple, des débats du conseil municipal pour accorder la subvention, où là, vous avez la question de la fraternité, la question du vivre ensemble, la question de la haine qui s'invite évidemment dans ces débats, la question de qui fait le jeu du Front National, la question de l'opacité, la question du concordat qui s'invite évidemment à Metz et pas partout ailleurs en France. Vous voyez que tous les sujets qui sont abordés, la question de l'immigration, la question de l'islamisation, elles agitent les débats politiques et tout à coup, les recours se font devant le tribunal administratif. Il y a un gap, a priori, qu'on n'a pas très bien compris.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire en l'occurrence, Charlotte? Metz, c'est une ville concordataire et le financement des lieux de culte est donc une tradition. Qu'est-ce qu'il y aurait donc de scandaleux? Alors, en effet, le cas est particulier. Particulier pas seulement à Metz, on avait déjà, la question s'était déjà posée à Strasbourg il y a quelques années. La loi de 1905, qui régit la France, interdit le financement des cultes. Donc la question ne se pose pas ailleurs. Mais le concordat, qui donc concerne Metz, impose aux communes, à l'inverse, de soutenir l'entretien des édifices religieux. Oui, mais voilà, le concordat, il est signé il y a quelques années maintenant, et donc les religions concordataires, c'est d'ailleurs un abus de langage, parce que le concordat, normalement, c'est entre le Saint-Siège et un État, mais bon, en abus de langage, les religions concernées par le concordat, ce sont les catholiques, les juifs et certains cultes protestants, donc même pas toutes les mouvances du protestantisme. Donc, évidemment, le culte musulman n'est pas concerné, puisqu'il n'était pas concerné à l'époque, il n'était pas existant à l'époque en réalité. Donc c'est finalement le droit local qui gère le culte musulman, le droit des associations, et c'est là où il y a des failles juridiques dans lesquelles tout le monde se glisse. Alors la gauche, c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. La gauche, globalement, est opposée au concordat, localement. Mais elle est divisée sur ces dossiers-là. Il y en a certains qui disent, nous, on est opposés au concordat, donc quoi qu'il arrive, les subventions, on les refuse. Et il y a l'autre gauche qui dit, oui, mais les subventions, elles sont accordées aux autres cultes concordataires, donc par souci d'égalité et de justice sociale, disent-ils, il faut l'accorder aussi. Le maire, lui, il invoque l'égalité des citoyens, puisque certains ont des subventions, tous doivent les avoir. Et l'opposition RN, et à l'époque l'opposition LR même, au moment de la cessation du terrain, elle répond que les citoyens sont tous égaux de croire et de pratiquer, mais que là, la question concerne le financement d'un édifice et que l'islam ne fait pas partie du concordat, je les cite, pour des raisons historiques. Oui, mais voilà, là s'invite le débat de la lecture historique de la France de manière plus générale. Vous allez voir, on retrouve des débats qui ne sont pas propres à la ville de Metz. Le président de l'Union des associations culturelles et cultuelles des musulmans de Metz, lui, a contredit la chose lors de la pose de la première pierre de cette mosquée, en présence de tous les partis politiques. Je le cite. « Faut-il rappeler à tous les citoyens français que la présence musulmane ne date pas d'aujourd'hui ?» Alors, au moment où il pose la première pierre, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. On comprend bien qu'il parle un peu plus largement que ça. Il parle notamment de l'engagement de musulmans au service de la France. Ça a été vrai dans l'histoire, ça a été vrai particulièrement, si on prend un exemple, dans le dossier algérien, et ce sont précisément les musulmans que la France a lâchés. C'est très original, et ça pourrait ouvrir à l'occasion d'autres chroniques. Mais aujourd'hui, je prends cet exemple à dessein, parce que vous avez aujourd'hui même des musulmans qui choisissent la France, qui sont aujourd'hui traités de harkis. Donc on a un petit problème précisément au sein même, dans la manière de considérer le rapport à la France. Mais ce n'est pas ce qui est évoqué ici. Mais collectivement, la question de l'islam en France est évidemment nouvelle. Et il y a deux choses extrêmement factuelles qui prouvent que quand on dit la présence des musulmans ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai, mais la présence de l'islam comme question politique, comme question d'organisation de la cité, beaucoup plus. La première chose, c'est son absence du concordat. Et d'ailleurs, le maire le sait mieux que personne, il s'est battu depuis 2006 pour faire introduire l'islam dans les religions concordataires. Ah oui. Donc ça n'a jamais abouti. Mais il se trouve que donc s'il y avait absence du concordat, c'est qu'a priori il y avait absence de la question de l'islam en France à l'époque. La deuxième chose, c'est l'existence au sein de ce futur complexe. Je vous ai cité tout ce qui existait, mais il y aura également un musée dédié, je cite, à l'histoire de la civilisation musulmane et à l'apport de l'immigration. C'est pas moi qui fais le lien, c'est le futur complexe précisément de cette mosquée. Il y a donc un musée qui nous explique que l'histoire de la civilisation musulmane s'est imposée en France par le biais de l'immigration extra-européenne, qui est donc récente, auquel on pourrait ajouter justement l'engagement du maire. Le maire, c'est très intéressant. Il y a quelques années, Dalil Boubacar, qui est à l'époque à la tête du CFCM, avait demandé que l'on double le nombre de mosquées en France, disant il y a désormais 7 millions de musulmans. Alors lui, c'était son chiffre qui est discuté partout, peu importe. Il disait il y a désormais beaucoup de musulmans, il faut doubler. Le nombre de mosquées ne suffit plus puisqu'il y a plus de musulmans qu'avant. C'est donc bien qu'il y ait une évolution. Et le maire, plus récemment, cette fois-ci, fustigeait la théorie paranoïaque, c'est un nouveau mot à ajouter aux chroniques de Mathieu, la théorie paranoïaque du grand remplacement et la montée de l'islamophobie, mot qu'il reprenait à son compte, pour expliquer l'opposition à la construction de cette grande mosquée. Mais précédemment, il était maire d'une petite commune, non loin de Metz, qui comptait 14 000 habitants. À l'époque, il avait déjà subventionné la construction de la mosquée. Comment l'avait-il expliqué? En disant « Ma ville compte désormais
45% des 14 000 habitants sont désormais des fidèles musulmans. Il est donc normal qu'il y ait des édifices religieux. Je pense que s'il revoit l'histoire de sa petite commune non loin de Metz de 14 000 habitants, 45% des habitants qui sont musulmans, c'est probablement assez récent. C'est donc bien que la question est nouvelle et qu'elle mérite d'être étudiée comme une question nouvelle et non pas balayée comme si on avait toujours fait comme ça, ce qui est évidemment faux. Mais qu'est-ce qu'il faut en conclure, Charlotte Dornelas? Les musulmans ont le droit de pratiquer leur culte exactement comme les autres Français. Alors, qu'est-ce qu'il faut répondre? Ils ont aussi leur droit. Eh bien, c'est exactement la question qui n'a pas été prudemment étudiée au moment de mettre en place une politique d'immigration. D'abord, elle n'a pas été étudiée parce qu'on n'a pas voulu voir que l'importation de population entraînait une importation éventuellement de culture, de pratiques, d'us et de coutumes qui étaient différentes. On a voulu croire que tout le monde était interchangeable, que ça allait bien se passer par principe. Non seulement on n'a pas voulu le croire, mais comme on savait que ça allait être plus compliqué dans la population, on ne lui a pas demandé son avis. Sauf que la digestion de culture extérieure, elle ne se fait que par la population. Donc quand vous ne lui demandez pas son avis, que vous niez même le fait de voir ce qu'il voyait, que vous niez l'inquiétude que ça peut générer, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais le fait est que ça génère de l'inquiétude. Et bien forcément, au bout de quelques années, la question, elle se pose de manière un peu plus, un peu plus éruptive. Et il existe chez certains la crainte du pédigré de cette mosquée. Certains ont soulevé qu'il y avait une proximité avec Miligoruz, vous savez, le mouvement turc, qui sont très, très présents évidemment dans cette région-là. Le soutien, il y a quelques années, au CCIF qui depuis a été dissous. Donc il y a la question de l'islamisme qui en inquiète certains. L'islamisme, juste à dessein, ça inquiète aussi dans les pays musulmans. Donc il y a quand même des bonnes raisons, a priori, de s'inquiéter de l'islamisme. Mais en l'occurrence, c'est beaucoup plus large que ça. La question, c'est toujours, on en revient toujours à ce sentiment de dépossession culturelle et évidemment, en ce qui concerne la mosquée, le refus de financer cette dépossession. Il y a un échange révélateur entre une des associations qui s'opposent et le maire de Metz. La première s'inquiète par exemple de l'apprentissage de la langue arabe au sein de ce complexe. Et le maire de répondre « L'arabe doit être appris pour ce qu'elle est, une langue étrangère, et cela s'adresse aux nombreux Messins dont la famille est originaire d'un pays où il s'agit de la langue maternelle. » Donc il nous dit l'arabe doit être... Donc on va subventionner un endroit où on apprend l'arabe, mais c'est une langue étrangère, mais qui ne concerne pas l'apprentissage d'une langue étrangère, mais l'apprentissage d'une langue qui est celle de vos parents. Donc vous prolongez finalement l'importation linguistique. Une langue, dans l'harmonie d'un peuple, c'est pas rien. Et en plus, là, en l'occurrence, il s'agit d'une langue religieuse. La deuxième chose, pareil, l'association évoque une immense mosquée. C'est pas le fait de la taille de la mosquée, c'est qu'une immense mosquée, ça change un paysage, par exemple. Quand on a une expression qui dit on va remettre l'église au milieu du village, c'est précisément parce que ça fait partie d'un paysage culturel. Donc vous voyez que la question, c'est la question évidemment de l'appartenance culturelle. Question par ailleurs qui ne fait pas hurler les mêmes en général quand elle est invoquée pour les Kanaks, les Comoriens, les Palestiniens, les Algériens. Là, ça ne pose pas la question, ça n'est pas la foi des personnes, c'est la question du basculement culturel. C'était évidemment une question qu'il fallait se poser au moment du basculement, on va dire, sur l'immigration, une question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce qu'en effet, une des conséquences, c'est que la possibilité du culte est due aux musulmans. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que la question, c'est est-ce que les populations arrivent à s'entendre sur le terrain culturel? Là, il y a une véritable question de plus en plus pressante et qui, à mon avis, devrait inquiéter politiquement.